Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va traiter d'un thème que je traite avec mes clients et qui me regardent avec des grands yeux. Donc vous n'allez pas voir mes grands yeux, je ne vais pas voir vos grands yeux, mais je me doute que le thème va diviser certains. Donc le thème pour se plonger dedans, c'est l'égoïsme dans la réussite collective. L'égoïsme dans la réussite collective. Je vais aller dans tout le détail et expliquer pourquoi ce thème est, je trouve, très intéressant et en quoi. Et je vais donner les définitions pour chacun des mots et vous allez vite comprendre que. Voilà, vous allez vite comprendre. Non, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai eu un échange là-dessus sur LinkedIn avec quelqu'un qui avait mis un commentaire sur un de mes posts. Voilà, donc. Comme quoi, on n'est pas tous obligés d'être d'accord et c'est très bien comme ça. Donc, l'égoïsme dans la réussite collective. Pourquoi je dis ça ? C'est que il faut arriver à s'écouter dans le sens où si on n'est pas à 90%, si on n'est pas à 100%, si on est à 90%, si on est à 90% et pas à 100% de notre état physique, nos capacités physiques, capacités mentales, etc., peut-être qu'il faut arriver à dire à son coach, à l'équipe, en disant je vais pas y aller parce que je ne vais pas pouvoir travailler, je ne vais pas pouvoir être là, donner 100% de moi-même et donc aider mon équipe. Donc bien entendu, aujourd'hui c'est un thème uniquement axé sur le collectif, donc les sports collectifs, même si quelque part le sport individuel pur n'existe plus vraiment, dans le sens où tout sportif d'un sport individuel n'est plus seul, il a un staff. Donc là, je parle pour les sportifs de haut niveau, bien entendu. Les sportifs qui font ça pour du loisir ou autre, c'est moins le cas. Ils ont moins le staff, parce qu'ils sont là plus pour le plaisir que la performance et espérer d'en vivre. Ceux qui font ça pour devenir des champions ou faire du très haut niveau, ils ont un staff, ils ont un, voire plusieurs entraîneurs, ils ont un kiné, ils peuvent avoir un préparateur mental, un nutritionniste, etc., etc. Donc il faut que tout le monde soit à 100%. Mais c'est surtout, ça s'applique, vous verrez, dans tous les cas, au sport collectif. Donc, pour essayer qu'on se comprenne bien et qu'on évite de s'engueuler les uns et les autres et que je reçoive plein de commentaires négatifs, même si vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir pour échanger. Je vais vous donner des définitions que je suis allé chercher. 3 définitions. La première, c'est l'égoïsme. Ensuite, la définition du collectif et ensuite de la réussite. Ok ? Parce que c'est ce qui compose, c'est les mots les plus importants du titre du podcast, l'égoïsme dans la réussite collective. Donc, l'égoïsme, c'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Je répète, c'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on cherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Le synonyme, c'est l'individualisme. Okay ? Donc on pense à soi, moi je, etc., et rien d'autre. La définition du collectif, qui est le résultat de plusieurs personnes. D'accord ? Donc je le répète, qui est le fait ou le résultat de plusieurs personnes. Les synonymes, c'est général, voire en commun. Donc là, on voit déjà que le collectif, on n'est plus tout seul. Il y a un but, il y a quelque chose à aller chercher, un résultat à aller chercher de plusieurs personnes. C'est la combinaison de plusieurs personnes qui amène à ce résultat. Donc déjà, entre égoïsme, la définition de l'égoïsme et du collectif, on voit que ce sont les opposés. Donc déjà, on peut se dire, tiens, comment est-ce que l'égoïsme peut faire partie de la réussite collective ? Parce que ce sont 2 mots qui sont complètement contraires. On va détailler. Et la dernière définition, la définition de la réussite. La réussite, c'est le succès, le résultat favorable. Donc, j'ai trouvé ce synonyme, la réalisation de quelque chose, d'une tâche. On a réussi à effectuer cette tâche.
C'est ça qu'il cherchait, d'accord? Donc, avec ces définitions-là, j'ai essayé de traduire le thème, l'égoïsme dans la réussite collective, en traduisant avec toutes les définitions qu'on a et les synonymes, c'est l'individualisme dans la réalisation commune. Pourquoi je voulais le traduire? Parce que je trouvais ça très intéressant. Avec d'autres mots, ça permet de comprendre les choses un peu différemment, peut-être, ou de compléter. Voilà. Donc, l'égoïsme dans la réussite collective peut aussi se formuler avec l'individualisme dans la réalisation commune. Voilà. Une autre manière, ou des questions qu'on peut se poser, que des clients peuvent me poser, que moi je me pose, ou quand j'échange avec des amis ou des personnes dans le monde du sport, c'est comment est-ce que l'individualisme peut s'inscrire dans la réussite collective? D'accord? Comment faire tout simplement pour que l'individualisme s'inscrive dans un projet commun et contribue à la réussite? Et c'est ça qui peut être très compliqué dans ce thème-là, c'est comment l'égoïsme, le moi-je, peut contribuer et peut contribuer à la réussite. Comment est-ce qu'on peut atteindre un objectif collectif, avoir un succès collectif, si on est uniquement sur du moi-je, ok? En fait, c'est quelque chose que je dis à mes clients très, 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 très souvent, qu'il faut être égoïste pour que le collectif réussisse, d'accord? Donc, je prends exprès de prendre ces grands mots pour choquer, pour avoir leur attention quelque part, mais ensuite j'explique. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule très rapidement. Mais dans le côté égoïsme ou l'individualisme, bah, ça va rejoindre plusieurs thèmes qu'on a vus ensemble, la connaissance de soi, les émotions, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il faut arriver à se connaître soi-même sur le bout des doigts, savoir ce dont chacun de nous a besoin. Donc individuellement, on a besoin pour être performant, à savoir en quantité de sommeil. Certains ont besoin de 6 heures, d'autres 9. Très bien. En nutrition, qu'est-ce que je mange avant un match, un entraînement, un événement? Les étirements, certains s'étirent beaucoup plus que d'autres et certains pas du tout. Chez mon beau-frère, par exemple, à une époque, il ne s'étirait pas du tout. Et moi, j'étais obligé de m'étirer. Ça me rendait fou. Mais voilà, on est tous différents. L'échauffement, c'est pareil. L'été dernier, j'ai fait un peu de prépa physique avec le fils d'un copain qui fait du rugby, et je me suis pas assez échauffé. J'ai cru que j'avais encore un corps d'ado. Et ben non, j'ai fini avec une tendinite au tendon d'Achille, alors que lui, tout allait bien. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu faire, et pourtant je me connais très bien, mais là, l'ego a pris le dessus, et la fierté, c'est que au lieu de on s'est échauffé, on a fait un petit tour de terrain tout simple, pour après faire du fractionné. Moi, j'aurais dû m'échauffer 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc c'est ça le côté connaissance de soi, savoir ce dont de chacun de nous a besoin de faire. Donc quand ça s'inscrit dans le collectif, ça veut pas dire qu'on fait uniquement ce qu'on veut, etc. Moi je fais ci, je fais ça et démerdez-vous les autres. C'est que il faut savoir qui nous sommes, ce dont on a besoin, et ensuite l'inscrire dans le collectif. Donc par exemple, pour l'échauffement, si on a besoin de 30 minutes supplémentaires par rapport aux autres, je vais pas démarrer l'échauffement avec les autres et je vais dire aux autres, attendez-moi, je finis. Non. On le fait avant, ok? On se connaît, donc on a l'organisation de l'équipe, et on ajuste notre organisation vis-à-vis des autres pour être performant. Donc, concrètement, l'échauffement démarre, j'en sais rien moi, à 15h, j'ai besoin d'une demi-heure, je commence à 14h30 ou à 14h40, parce que je sais qu'après on va enchaîner, et en enchaînant avec l'échauffement collectif, qui va durer peut-être 10 minutes, je prends un exemple, je prends 20 minutes avant, j'aurai mes 30 minutes, d'accord? Je sais combien de temps j'ai besoin, je sais ce dont les autres ont besoin, et surtout, je connais l'organisation collective. Donc, je ne vais pas demander à ce que l'organisation collective, pour que moi, je puisse être performant, c'est je m'adapte pour être prêt en même temps que le collectif, ok? C'est donc connaître ses limites, connaître son fonctionnement, ses besoins, et faire en fonction. Okay, et c'est ça le côté égoïsme qui s'inscrit dans le collectif. C'est je sais que j'ai besoin de 30 minutes et les autres ont 10 minutes. Donc les copains, vous allez peut-être vous amuser, rigoler, écouter des podcasts, regarder un movie ou j'en sais rien. Moi je vais aller m'échauffer un peu avant. Voilà, l'égoïsme, désolé les gars, vous pouvez pas compter sur moi pour vous amuser ou pour faire ci ou pour faire ça, je ne suis pas disponible, je vais m'échauffer pour être à 100% dans une demi-heure, 3/4 d'heure quand le match va commencer, d'accord? Et ce n'est pas donc... C'est ça le côté égoïsme, je me connais sur le bout des doigts et donc je m'adapte pour être prêt le jour J, ok?
Et aussi, ce que des fois, ça m'arrive, régulièrement aussi dans les sports collectifs, c'est en débrief de match, moi j'ai performé, par contre c'est à cause des autres qu'on a perdu. Ok. Effectivement, on a peut-être fait un sans faute, mais on a quand même perdu. Peut-être que nos coéquipiers n'ont pas été à la hauteur, très bien, mais peut-être qu'ils l'ont été et c'est l'adversaire qui a été extraordinaire. Ok. Donc, quand on entend l'égoïsme dans le sport collectif, bah, c'est souvent ce qu'on entend. J'ai bien fait, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, c'était génial, c'est à cause des autres. Non, on est une équipe, donc il faut s'entraider, d'accord. Donc si on devait élargir le débat, et la discussion et la réflexion, c'est ce qu'on essaie de faire en préparation mentale avec nos athlètes, c'est que c'est une question qu'on leur pose et que je leur invite, pas forcément à trouver une réponse tout de suite, mais à se poser très très régulièrement, c'est comment être à 100%, moi-même, comment je suis à 100%, et je mets ces 100% au profit du collectif. D'accord. Et c'est pas uniquement, moi j'ai fait mes tâches. Donc peut-être que le 100% c'est juste remplir ses tâches. Donc reformuler en disant comment être à 110% ou 200% et mettre ces 200% au profit du collectif. Donc c'est moi être prêt, mais comment je fais en sorte que les autres sont prêts aussi. Ça va rejoindre cette notion de leadership quelque part que je trouve hyper intéressante et primordiale. Donc c'est ça qui est intéressant dans le côté collectif, d'accord. Dès qu'on est dans une gestion d'équipe, dans un collectif, dans un sport collectif, il faut arriver à résoudre une équation qui peut être très compliquée à première vue, mais quelque part qui peut être assez simple, c'est comment je réponds à mes problématiques individuelles et aux problématiques collectives, d'accord. Donc comment, encore une fois, le collectif me permet aussi, comment moi je contribue au collectif, comment est-ce que le collectif me permet d'être à 100%. Et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans un sport collectif, c'est qu'il y a moi, je fais partie d'une équation, d'accord, de l'équation de l'équipe, et s'il y a des inconnus ou d'autres qui performent moins bien, comment je fais pour soit les tirer vers le haut ou pour compenser, parce que c'est ça aussi le collectif. On peut pas dire, moi j'ai fait ma tâche, les gars, c'est de votre faute. Non, mais en fait, les autres avaient peut-être besoin de quelque chose de ta part pour une fois, alors que d'habitude, c'est eux qui te tirent vers le haut. Donc il y a ça aussi, il peut y avoir ce système de compensation. Donc je trouve que ça rejoint beaucoup de problématiques que des sportifs ont dans un sport collectif, à savoir quelle est ma place dans l'équipe, la cohésion d'équipe, la gestion d'une équipe et le leadership. Et c'est des thèmes moi, que je trouve génial, qui sont hyper complexes, mais qui sont vraiment top. Donc sa place dans l'équipe, c'est vraiment un travail très individuel et personnel, parce que ça va faire appel à des peurs, des pensées limitantes ou des besoins très individuels qu'il faut arriver après à communiquer aux autres et faire comprendre aux autres qu'on a besoin de ça pour être performant. La cohésion d'équipe, c'est justement si chacun va dans son coin et fait son truc et après on essaie de tout mettre ensemble, ça marche pas forcément parce que c'est pas juste une addition d'individus, de talents, il faut qu'il y ait quelque chose faut qu'il y ait un lien, quelque chose qui permet de relier chaque individu entre eux. Donc ça va rejoindre le côté, l'approche systémique de Palo Alto. J'en parlerai pas dans cet épisode, mais je suis en train d'en préparer un sur la gestion d'équipe. Et je trouve que ça va répondre, ça répond à ça. Et ensuite va arriver deux autres notions qui sont hyper intéressantes, mais qui peuvent paraître compliquées et qui s'appliquent dans le monde du sport, mais dans le monde de l'entreprise, c'est le leadership et la gestion d'équipe. Il y a des leaders, il peut y avoir des managers, des entraîneurs, des capitaines, etc. Ce n'est pas eux qui gèrent toute l'équipe. Ils ont un rôle supplémentaire, bien entendu, ça fait partie de leur fiche de poste, de leur mission, de leur cahier des charges, qu'importe comment vous voulez le formuler, mais la gestion d'équipe se fait, tout le monde est acteur en fait, on n'est pas juste receveur, on n'est pas juste en attente de quelque chose, on n'est pas juste demandeur, je veux ci, je veux ça, non, comment moi je contribue à la gestion d'équipe, comment moi je contribue à la cohésion d'équipe, et comment mon voisin, mes potes, etc. contribuent à la gestion d'équipe et contribuent à cette cohésion d'équipe. Donc, de part des leaders, le leadership qui est fait soit de personnes naturelles, soit ils sont nommés, qu'importe, il y a des personnes qui, ça on pourquoi pas en faire un autre épisode uniquement sur le leadership, parce que je trouve ça génial, c'est à la fois large et très précis, c'est facile et compliqué en même temps, c'est assez paradoxal.
Mais je trouve que les quatre vont ensemble. Comment est-ce que les leaders permettent d'avoir une bonne gestion d'équipe pour que la cohésion d'équipe soit la meilleure et qui permettent de donner à la place à chaque individu, une place attribuée, dédiée, et que tout le monde trouve sa propre place dans l'équipe et qu'il n'y ait pas besoin de taper des coudes pour dire j'existe, parce que les autres prennent toute la place. C'est de savoir quelle est ma place et comment je donne la place à mes coéquipiers, comment je rayonne et tout en faisant rayonner les autres. Et c'est à mon sens, c'est moi, mon approche et ma personnalité, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant, de plus intéressant dans le côté accompagnement en préparation mentale d'un collectif, c'est tout ça. C'est comment tous les blocs arrivent à s'embriquer les uns et les autres pour créer, comme vous voulez, soit un Lego, une tour, qu'importe, ou un puzzle, mais il faut que tout est en vrac, et comment est-ce qu'on arrive à tout recréer pour que ça soit le résultat final, le rendu final soit joli et appréciable. Et donc, dans le sport, c'est performant. Pour certaines personnes, c'est très simple de faire ça prend quelques semaines, d'autres des mois, d'autres des années. Et c'est pour ça qu'on voit que dans certains clubs, et ça, c'est pas uniquement dans le très haut niveau, hein, ça peut être aussi au niveau régional, départemental, qu'importe. On va pas uniquement recruter, si on doit recruter, mais on va pas uniquement faire appel à des talents, on va aussi faire appel à des personnalités, des personnes qui vont amener soit alors je suis très dans la métaphore, hein, soit les fondations, mais aussi faire en sorte que la maison soit saine, d'accord, qu'il n'y ait pas d'infiltration, d'humidité. Il faut que tout soit nickel, pur, clean, pour que ça puisse durer. Parce qu'une saison, c'est très très long. Hein. Je ne parle pas d'une carrière ou autre. Hein. Là, je parle au niveau d'un club. Une saison, c'est très très long. Ça paraît pas long. C'est 10 mois. Ça paraît très très court. Mais croyez-moi, c'est ultra ultra long. Pourquoi c'est ultra ultra long ? Et quand on est en entreprise, en tant que commercial, c'est la même chose. C'est qu'on a des objectifs à la semaine, en fait. Parce que dans le sport collectif, on a des matchs toutes les semaines. Et quand on a des matchs toutes les semaines, on travaille la semaine pour ça. Et la semaine, le match, pardon, est l'évaluation du travail. Et donc, on remet tout à plat. Si on a réussi, très bien, on passe à autre chose, on remet tout à plat. Si on a échoué, il faut capitaliser, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a échoué, capitaliser sur les 2-3 points positifs et on essaie de travailler. Mais pendant l'échec ou le manque de réussite, qu'importe, les concurrents peuvent prendre de l'avance. Donc, on est toujours dans l'obligation de performance, de résultat. Il faut rattraper, espérer que les autres se plantent, etc. etc. Et tout ça avec Alors, quand on dit collectif, on parle aussi surtout, enfin, pas aussi, c'est surtout d'être humain. D'être humain, à savoir les athlètes, mais le staff aussi, voir la direction. Et ça, c'est dans tous les niveaux. Parce que les athlètes, alors quand ils sont au niveau et professionnels, ils gagnent leur vie avec, très bien. Mais quand on ne gagne pas sa vie avec, soit c'est un supplément par mois, ça c'est uniquement du 300% loisir, on ne gagne pas un rond, et comment je gère mes priorités ? Donc il y a ça aussi. Et ça, c'est pas facile. Parce que si on peut pas venir pour telle ou telle raison, trop de travail, la famille, etc., on peut laisser, c'est ce que certaines personnes vont considérer, on laisse notre équipe en plan et on les abandonne. Ouais, mais c'est peut-être pas la priorité de chacun n'est pas la même pour tous. Donc c'est ça qui est difficile et que je trouve est ultra passionnant dans la gestion d'équipe. Donc et encore une fois, c'est la même chose dans la famille, dans le sport, en entreprise, mais aussi en famille. Qui fait quoi ? Quelle est la tâche de chacun ? Quelle est la place de chacun ? Et ensuite, ça résume un peu tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Hein, c'est comment je respecte la place et le travail de chacun. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que les autres doivent faire, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie ? Tiens, il fait plus que moi, donc il va rayonner. Ou moi, j'ai l'impression de faire plus que lui, il n'en branle pas une. Donc comment respecter la place et le travail de chacun ? Et ça peut être sujet de discussion hyper importante au début, même tout au long de la saison. Est-ce que j'ai conscience du travail que les autres font pour moi, mais aussi pour l'équipe ? D'accord ? Même le travail de l'ombre qui fait que tout fonctionne, ça c'est hyper important. Les choses qu'on ne voit pas, notamment, il y a des sports, notamment le rugby, la première ligne et la deuxième ligne, voire aussi la troisième ligne, on ne voit pas... surtout première et deuxième ligne, c'est un vrai travail de l'ombre. C'est-à-dire qu'ils ont une énorme
ils ont une caractéristique par rapport aux trois quarts. Et moi qui ai joué trois quarts, donc de 10 à 15, je peux vous le dire, on avait la vie, on pouvait avoir la vie très 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 facile en match et on pouvait énormément briller quand les avants faisaient hyper bien leur travail. C'est-à-dire que eux, ils faisaient en sorte que nous, les trois quarts, on n'ait plus qu'à marquer et à briller. Et voilà, on retient notamment les noms des trois quarts plutôt que des avants. En foot, c'est la même chose. On retient surtout les attaquants et les numéros, les 10, donc les milieux offensifs, plutôt que le défenseur ou les latéraux ou le gardien. Parce que eux, c'est le travail de l'ombre, c'est un peu le travail ingrat. Et bien, c'est ça. Donc même ceux qui font le travail de l'ombre, est-ce qu'ils sont valorisés? Est-ce que j'ai conscience que si j'arrive à moi performer ou à briller, c'est grâce aux autres? Donc c'est ça l'importance que je voulais amener, la nuance que je voulais apporter par rapport à ce thème, qui je trouvais hyper intéressant. Mais donc voilà, donc quelque part, j'ai envie de dire que la réussite collective demande beaucoup d'exigences individuelles, mais aussi collectives, et surtout beaucoup d'humilité individuelle et collective. C'est hyper, hyper important. Quand vous voyez des équipes collectives, donc des sports collectifs, des équipes qui performent, qui sont championnes et qui gagnent des titres, pas juste une fois, ça peut arriver, et c'est très bien, ils ont quand même mis tout ça en place, mais ceux qui perdurent, foot, rugby, basket, hand, qu'importe, ils ont ça. Ils ont cette exigence individuelle et collective, mais ils ont aussi cette humilité individuelle et collective. Personne n'est au-dessus des autres. Personne n'est au-dessus de l'équipe, personne n'est au-dessus de l'institution, personne n'est au-dessus du club, etc. Et donc vous commencez à me connaître, mais ceux que moi j'admire par-dessus tout là-dessus, au rugby, ce sont, tout sport confondu, ce sont les All Blacks. Les All Blacks, pour moi, sont énormément là-dessus. Et en foot, on voit quelques rares clubs qui sont dans le top 10 européen, donc mondial, qui arrivent à garder ces valeurs-là. C'est très, très, très difficile, parce que le sport collectif devient de plus en plus individuel. Au foot, on célébrait plus le ballon d'or que quelqu'un qui gagne un championnat. C'est le moment attendu de tout, le ballon d'or. Donc c'est un trophée individuel, alors qu'il ne peut pas performer s'il n'y a pas le collectif. C'est ça qui est très 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 compliqué. Et au rugby, on commence à l'avoir de plus en plus. Donc quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'on va voir dans tous les sports collectifs. J'allais dire individuel. Lapsus qui révèle beaucoup de choses. Donc l'exigence, c'est, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, l'exigence individuelle et collective et l'humilité individuelle et collective, c'est pour essayer de le formuler avec d'autres termes, pour que tout le monde puisse être sûr, de comprendre et qu'on parle le même langage. L'exigence, c'est toujours demander plus, ne jamais se satisfaire pas du nécessaire, mais jamais se satisfaire de ce que l'on a, jamais ne se contenter de ce que l'on a. C'est « je veux plus », d'accord ? Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne faut pas célébrer ses réussites, ok ? Ça ne veut pas dire que, oui, il faut se féliciter, etc. Si, il faut féliciter, il faut célébrer, fêter ses réussites, d'accord ? Mais ces réussites ne sont pas une finalité, c'est une simple étape qui va permettre à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Donc l'exigence, c'est toujours faire plus, toujours demander plus, ne jamais être rassasié, ne jamais être... On aura d'être satisfait, mais c'est toujours demander plus. C'est bien, j'ai atteint ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est cool. Maintenant, quelle est la prochaine étape ? Exigence, pas. Et l'humilité individuelle et collective, c'est pas je suis moins bon, etc. Non, ça c'est un manque de confiance en soi. L'humilité individuelle et collective, c'est la remise en question permanente. Quelque part, ça va un peu avec l'exigence, mais l'humilité, c'est se poser régulièrement, en permanence, se poser des questions, d'analyser et se demander ce qu'on a bien fait dans un premier temps, mais ce qu'on aurait pu faire différemment, toujours dans le but d'être meilleur. Et l'humilité, c'est aussi avec l'exigence, mais l'humilité, comme on veut toujours faire plus pour être meilleur, ça veut dire qu'il y a des gens, on considère qu'il y a des personnes qui sont meilleures que nous au-dessus, d'accord ? Donc, j'ai beau avoir gagné là, j'ai beau gagné un tournoi, ou j'ai beau être... c'est beaucoup dans le sport individuel, j'ai beau gagner un tournoi de tennis ou être numéro 1 mondial, qu'est-ce que je peux faire plus, ok ? Et bien dans le sport,
Collectif, c'est la même chose. J'ai gagné tel match, j'ai gagné tel tournoi, j'ai gagné tel bloc de match, j'ai gagné telle ligue, telle compétition, très bien. Qu'est-ce que je peux faire plus? Qu'est-ce que j'ai bien fait? C'est génial. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ou qu'est-ce que je peux faire différemment pour être encore meilleur? Être encore meilleur et donc rester peut-être numéro un. C'est ça, l'exigence vis-à-vis de soi-même, mais l'humilité aussi. Il y a toujours mieux que moi, je continue, je continue, je continue. Et ce qui est très très difficile là-dedans, avec l'exigence individuelle et collective, je refais un petit retour en arrière, c'est que c'est très difficile d'attendre la même exigence des autres. C'est-à-dire que nous, on a une certaine exigence, c'est difficile de demander aux autres la même exigence, parce que tout le monde est différent. Donc, il faut arriver à allier les deux, l'exigence individuelle et collective, et pas que ça nous énerve. Si les autres n'ont pas la même exigence, bah voilà, soit on travaille ensemble, il faut faire un truc. Il faut trouver une solution, soit prendre du recul, soit le travailler ensemble ou autre. Mais c'est de pas rester dans la situation dans laquelle on est et se dire bah tiens les autres ils n'ont pas la même exigence que moi, c'est pour ça qu'on perd, etc. Et on s'énerve, et on rumine, etc., etc. Et là un jour ça explose. Donc c'est d'en parler, ok, c'est d'exprimer son exigence, c'est de demander. On peut demander, mais c'est aussi de montrer l'exemple et de tirer les autres vers le haut, ok. C'est ça aussi, le côté exigence et humilité individuelle. Donc voilà, alors j'espère que vous comprenez mieux maintenant où est-ce que je voulais en venir. Hein. Donc l'égoïsme dans la réussite collective, on est passé à l'individualisme dans la réalisation commune, pour ensuite arriver à comment être à 100% et mettre ces 100% au profit du collectif, comment le collectif me permet d'être à 100%, etc., etc. Donc c'est comment moi qu'est-ce que je fais pour être à 200% et comment je mets ces 200% au profit du collectif sans demander aux autres de s'adapter. C'est moi qui m'adapte aux autres. Donc voilà, donc au début, encore une fois, je le fais un peu comme avec mes clients. Je vous ai donné ce thème et qui a dû un peu vous dire putain, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est l'égoïsme dans la réussite collective. Voilà, c'était tout le but un peu de capter peut-être votre intention, de faire réagir, mais voilà, en détaillant, je pense, vous me direz d'ailleurs, je ne vais même pas dire je pense être dans le vrai, dans le faux ou quoi que ce soit, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi, et surtout s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées, il faut absolument me le dire, parce que moi j'apprends encore, et c'est tout le but, je développe les connaissances, les compétences là-dessus, donc voilà. Encore un grand merci à vous. J'espère que cet épisode ou ce thème vous a plu. N'hésitez surtout pas à le partager, à commenter, etc., etc. Un grand merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles épisodes. À très bientôt. Ciao, ciao.